Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous sexo pour un nouveau sujet consacré à l'hypersexualité. L'hypersexualité, plus communément appelée nymphomanie, correspond à une addiction sexuelle qui entraîne des conséquences plus ou moins néfastes. Pour mieux comprendre ce qu'est l'hypersexualité, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurence Dispo, psychothérapeute et sexologue. Bonjour Laurence. Bonjour, vous allez bien? Très bien, je vous remercie et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler plus précisément de ce sujet et que nous puissions justement nous rendre compte de ce que c'est, de ce que ça induit pour les personnes qui souffrent, puisque c'est quand même une souffrance d'hypersexualité. Oui. Alors, première question pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, quelle définition donnez-vous à l'hypersexualité? Alors, il y a plusieurs définitions. Il faut savoir déjà, et c'est en fait assez intéressant, c'est que entre les psys et entre les différents organismes qui posent des diagnostics ou qui proposent des critères diagnostiques, il n'y a pas encore vraiment un accord. Donc, il faut savoir que la question même de poser ce diagnostic est encore débattue. Si on regarde chez les Américains, le manuel diagnostic américain des troubles mentaux n'a pas retenu l'hypersexualité. Par contre, la classification internationale des troubles et des maladies a retenu le trouble du comportement sexuel compulsif. Donc là, on parle effectivement d'un diagnostic où on relève des fantasmes sexuels, des envies, des comportements sexuels qui sont fréquents, qui engendrent une détresse marquée, comme vous l'avez dit, une souffrance, qui sont très difficiles à contrôler. Donc il y a vraiment cette notion de perte de contrôle et qui influencent négativement la vie et le fonctionnement social, notamment de la personne. On peut bien imaginer effectivement que la personne vit certains handicaps dans la vie de tous les jours en raison de son addiction. D'accord. Et alors, j'ai une autre question. Quelle est la différence entre l'amour du sexe, justement, et le trouble sexuel? L'amour du sexe, on va dire une forte libido ou un fort désir sexuel, qui est d'ailleurs souvent mal vécu, comme on l'avait vu dans l'entretien passé dans les couples où il y a un décalage de désir sexuel. Et souvent, la personne qui a plus de désir sexuel va être vue par l'autre comme un hypersexuel, un addict au sexe, quelqu'un qui va pas bien, qui a une déviance. Si on regarde un petit peu plus loin, il y a effectivement une grande différence, plusieurs grandes différences entre la personne qui a une forte libido, un fort désir sexuel, et la personne hypersexuelle ou, disons, qui a un trouble du comportement sexuel compulsif. Les grandes différences, alors est-ce que c'est en termes de fréquence? Pas vraiment, parce que on peut se dire, il y avait une proposition d'ailleurs en 2003 qui était, on va voir l'hypersexualité à partir de 7 orgasmes ou plus par semaine. On Ah peut oui, bien c'était imaginer, concret. Il y avait toute une échelle. voilà. Donc, on peut quand même bien imaginer que à certaines périodes de notre vie, par exemple en début d'une nouvelle relation, ou il peut y avoir des tas de moments dans la vie où on va avoir plus de 7 orgasmes par semaine, sans que ce soit problématique, sans que ce soit Donc ça quelque chose nuise qui finalement, handicape. c'est ça, au Voilà. quotidien. Voilà, exactement. Ouais. Donc, on ne peut pas vraiment prendre le critère uniquement de la fréquence. Donc, ce qu'on va regarder, c'est les critères plutôt du vécu subjectif. Donc, cette perte de contrôle dont je parlais avant, cette notion de j'essaie de m'arrêter, j'essaie de faire moins, mais j'arrive pas à contrôler. Et puis, l'autre vécu subjectif qui est la perte de plaisir. C'est pas savoureux, c'est pas délicieux, c'est pas quelque chose qu'on va faire parce qu'on a du C'est un plaisir, peu mais comme plus, une addiction, par exemple, je dis c'est ça. enfin, une bêtise, mais au sucre, c'est-à-dire qu'on en a tellement Oui, à la fin qu'on l'apprécie plus, et c'est plus de la boulimie, et c'est ça. quitte C'est à ça. regretter après, à pas se sentir bien, c'est la même, C'est même un vécu situation. comme ça plutôt désagréable. On va pas en Mm. retirer vraiment un grand plaisir, mais plutôt on va assouvir un besoin de calmer certaines émotions. Effectivement, dans la boulimie, on calme certaines émotions. Dans le trouble du comportement sexuel compulsif, on va aussi pallier à certaines émotions. Le vide, Pulsion, l'ennui, finalement. l'angoisse. Mm. C'est Ah ça. oui, Ouais, d'accord. ouais, ouais, ouais. Oui, d'où, du coup, c'est effectivement lié à un trouble peut-être sous-jacent, et ça se traduit par cette hypersexualité, si j'ai bien Ça peut compris. être un trouble de la gestion émotionnelle, en effet. Ça peut être une dépression, ça peut être un trouble anxieux qui est là derrière et qui est compensé ou disons auquel on a envie de répondre d'une manière ou d'une autre. Et euh,
comme le comportement sexuel est très facile, hein, l'accès au porno, par exemple, est très facile, c'est un comportement qu'on peut avoir en quelques minutes, on va avoir recours à ce comportement et il va devenir répétitif, il va devenir addictif, hein, compulsif. D'accord. Et quels comportements sont liés à cette hypersexualité? Alors, ça peut être des comportements avec d'autres personnes, ça peut être des comportements masturbatoires répétitifs, ça peut être évidemment là je parle de fréquence, mais comme on l'a vu, c'est plus une question de vécu. Mais souvent, ça devient une partie assez centrale de la vie de la personne, hein, au détriment d'autres activités, au détriment du couple, au détriment parfois euh, de la situation professionnelle, hein, au détriment souvent de la santé, hein. La personne va commencer à négliger d'autres aspects de sa vie parce que le comportement sexuel compulsif prend tellement de place dans son quotidien. Donc, on peut imaginer qu'il y a des prises de risques aussi. Elle va prendre des risques par rapport à sa situation professionnelle, hein, si elle est Ah oui, c'est-à-dire qu'en journée, voilà, frappée. ça peut se passer Voilà, en ouais, ouais. journée. Ouais, ouais. J'ai eu des patients qui effectivement avaient des comportements masturbatoires au travail, hein, avec consultation de sites pornographiques sur l'ordinateur du travail, etc. Donc, prise de risque aussi avec d'autres personnes, Ouais. des prises de risque en termes d'infections sexuellement transmises, Et c'est plus des fort prises que de la risque. personne, c'est ça, hein. Voilà, C'est-à-dire exactement. C'est un qu'elle est vécu, en consciente tout d'un cas, c'est danger, plus elle est au fort. Voilà. travail, mais elle va pas pouvoir s'en empêcher, elle va Oui. quand même consulter ce genre de site. Oui, oui, elle prend des dangers aussi avec son couple et sa famille. Un homme me disait récemment, ben voilà, je mets en péril mon couple, je mets en péril l'harmonie de ma famille, mais il n'arrivait pas à s'arrêter, effectivement. Et c'était quelque chose qui, comme vous l'avez dit, était vécu comme plus fort que lui. Oui. Et ça devient la manière de répondre à toutes les émotions. Et plus on est entraîné dans ce phénomène où on est dans la honte, dans l'angoisse, est-ce que je vais être attrapée? Est-ce que ma femme Oui. va s'en rendre compte? Plus il y a des émotions à gérer. Et si notre manière de générer les émotions, c'est justement par les comportements sexuels compulsifs, on va entraîner comme ça un cercle vicieux. Oui, là, c'est effectivement. On comprend bien du coup la différence effectivement entre l'hypersexualité et puis l'amour justement du sexe qui là n'est que plaisir entre guillemets. Et donc vous le disiez, il y a cette sensation de honte. Quels sont les différents ressentis de la personne qui souffre de ce genre de trouble? Souvent, c'est une personne qui ne voit pas la sexualité de manière très positive. Donc, il va y avoir la honte, l'angoisse dont on a parlé, une perception de soi assez négative, hein. Je suis malade, je suis pas bien, j'ai vraiment un problème, je mets les gens en danger. Donc il y a une conscience, hein, de toutes les conséquences de son comportement. Il y a une étiquette sociale qui est souvent très très négative. Si effectivement le ou la conjointe s'en rend compte, il y a une étiquette qui lui est assignée souvent dans la famille, qui est très négative. Donc un auto-jugement et un jugement assez général, hein, très très négatif, hein. C'est des personnes qui vont pas forcément avoir beaucoup de comportements avec autrui. Statistiquement, c'est une personne qui va avoir plus de comportements masturbatoires qu'avec quelqu'un d'autre. Ça C'est peut la question que être j'allais vous quelqu'un poser. d'autre. Voilà, si justement ça accentuait le risque d'infidélité, on peut supposer, mais peut-être pas tant que ça finalement. C'est ça? Mais voilà, en fait, la personne qui a un fort désir sexuel va avoir plus de rapports avec une autre personne ou d'autres personnes, hein, que la personne hypersexuelle qui, elle, va avoir tendanciellement plus de comportements seuls, hein, avec Internet ou pas, que si elle avait juste un désir sexuel fort. D'accord. Donc, vraiment un renfermement finalement sur soi-même, du Ouais. coup. D'ailleurs, on dit que le désir sexuel, c'est un élan vers l'autre. Tandis que là, on est en train de parler non pas d'un élan vers l'autre, mais d'une manière de pallier à nos émotions. Donc, ça se fait souvent entre soi et soi. D'accord. Côté portrait robot, est-ce qu'on sait qui est plus concerné? Est-ce que il y a une sorte est-ce qu'il y a des profils peut-être plus concernés? Est-ce que ça concerne plutôt les hommes que les femmes? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Statistiquement, c'est plus les hommes, hein. Alors, dans la population générale, difficile de savoir. Certaines études parlent de 3%, d'autres études parlent de 10%. Donc, où est la vraie statistique? C'est très, très difficile de savoir. Quand même relativement fréquent quand même, hein. En consultation, hein, on a quand même quelques cas qui nous arrivent. Que vous dire d'autre? Souvent des hommes. Et au niveau des âges, dans ma consultation, c'est assez varié.
peut y avoir des jeunes personnes, comme peut y avoir des personnes plus âgées. Au niveau du portrait robot que vous évoquez, souvent des troubles psy associés, que ce soit dépression, que ce soit des troubles de la personnalité ou des troubles de la gestion des humeurs, hein, au niveau des angoisses notamment. Parfois, il y a des abus sexuels dans l'histoire de la personne, mais pas forcément. On dirait qu'il y a des facteurs génétiques aussi, mais voilà, moi je connais moins cet aspect-là des choses, hein, mais c'est sûr qu'il y a souvent des facteurs psy qui sont associés. Il peut y avoir aussi des situations déjà compliquées au niveau conjugal où la personne finalement se replie sur elle, comme vous le disiez avant. D'accord. Donc ça, ce sont les causes potentielles qui entraînent une hypersexualité. Et côté couple, j'imagine que quand on vit en couple et qu'on souffre de ce trouble-là, c'est pas simple. Quelles sont les conséquences pour la vie de couple? Au niveau de la vie de couple, comme on l'a dit, il y a cet étiquetage hein, qui se fait. Tu es un malade, tu fais ça contre nous, tu nous aimes plus ou tu ne m'aimes plus. Donc, il peut y avoir un sentiment de rejet, d'incompréhension, souvent de l'incompréhension. Je ne comprends pas comment tu es tombé là-dedans. Je ne comprends pas pourquoi tu m'en as pas parlé. Je ne comprends pas comment tu peux nous faire ça. Donc, des émotions très, très fortes de la part de la conjointe ou du conjoint. Des conflits, hein, une tension conjugale qui est pas forcément facile à vivre, surtout si on l'ajoute à cette honte qui est déjà présente à la base. Hein. On l'a dit, quand il y a un trouble du comportement sexuel compulsif, ce trouble prend beaucoup, beaucoup de place, donc plus beaucoup d'activités en famille ou en couple, ou en tout cas pas assez pour vraiment nourrir la relation de couple. Hein. Donc, quelque chose qui est vraiment aliénant par rapport au couple. Hein. Et quand on vient vous consulter pour ce type de problème, c'est plutôt justement la personne qui en souffre, plutôt le conjoint qui vient parler du problème de sa conjointe ou de son conjoint, ou c'est le couple qui vient, il y a un peu toutes les configurations? Il y a Ouais. effectivement un peu toutes les configurations. Moi, je proposerais que la personne consulte dès qu'elle a un sentiment de souffrance et de perte de contrôle. Hein. C'est vraiment ces deux notions-là. Tiens, je fais plus ça pour le plaisir, je fais ça parce que c'est plus fort que moi et j'ai essayé d'arrêter, j'ai essayé de faire moins et j'y suis pas parvenue. Et ça a des impacts, que ce soit sur ma vie sociale ou conjugale. D'accord, oui, c'est la question que j'allais vous poser. C'est à quel moment on sent qu'il faut consulter? C'est à partir du moment où on sent que Mmh. on n'est plus maître de soi, entre guillemets, c'est que ça prend trop de place et que Oui, vraiment ça nuit oui. à notre quotidien, à notre vie de famille, vie sociale, vie au travail, on en parlait. Et puis effectivement, ce Mmh. mal-être, hein, vous l'évoquiez, Mmh, mmh, ce mal-être ressenti, parfois de honte, etc. mmh. Comment peut-on prendre en charge cette hypersexualité quand on vient vous consulter? Quelles Mmh. sont les solutions que vous pouvez proposer, pardon? Mmh. Alors, sur le plan psychologique, on va évidemment travailler sur la gestion émotionnelle. Comment est-ce que je peux gérer les émotions autrement? Quelle place est-ce que je peux donner à mes émotions? Est-ce que je peux vivre mes émotions, les traverser, leur donner une place qui n'est pas comme ça une lutte contre l'émotion où tout de suite je la fais taire, j'ai un comportement pour pas traverser, pour pas vivre cette émotion. Donc, Ouais. gestion émotionnelle beaucoup. S'il y a un autre trouble, hein, que ce soit dépression ou autre, on va travailler aussi sur cette autre difficulté. On parle de comorbidité psy ou d'autres facteurs psy sur lesquels on va travailler. On va peut-être travailler aussi sur la relation conjugale hein, pour peut-être améliorer la vie sexuelle du couple ou tout simplement l'entente dans le couple. Donc, on peut faire un travail sexothérapeutique. Hein. Est-ce que je peux gérer mes tensions autrement et du coup, est-ce que je peux gérer ma sexualité autrement pour faire la part des choses, pour distinguer la gestion émotionnelle et la sexualité de l'autre côté, pour pas se dire bon bah c'est un gros fourre-tout. Non, il y a la gestion émotionnelle et il y a la gestion de la sexualité. Donc, on va faire un peu de travail psy, un peu potentiellement de travail sexothérapeutique, hein. Parce que comme on l'a dit, du coup, le comportement sexuel devient assez déplaisant. On n'en retire plus, on fait les choses de manière tellement rapide, tellement cachée et honteuse qu'on n'en retire plus vraiment un plaisir. Donc, on va réinstaurer la notion de plaisir, réapprendre à la personne à avoir une sexualité
agréable, plaisante, où elle peut en retirer du plaisir et qui va être distinguée de cette gestion émotionnelle compulsive. D'accord. Et du Il coup, peut y avoir d'autres effectivement, choses, bien. oui, oui, mais ça, vous allez rechercher les causes de ce comportement-là et le traiter Mhm, sur mhm. tous les plans. Voilà. Alors, il peut y avoir un traitement aussi pharmacologique qui sera donc pris en charge plutôt par le médecin. Il peut y avoir un traitement de couple, une thérapie de couple, parce que évidemment, s'il y a une grosse tension dans le couple et que la personne se sent aliénée, se retrouve exclue de sa famille ou de son couple, ça va pas l'aider dans la gestion émotionnelle. Donc, souvent, il y a un soutien du couple aussi. Très bien. Et surtout, il ne faut pas hésiter justement à aller consulter quand on souffre de ce genre de problème ou d'autres problèmes liés à la vie sexuelle ou encore qu'on se pose des questions sur son épanouissement sexuel. Les sexothérapeutes Mhm. sont là pour ça et vous avez l'habitude voilà, d'accueillir toutes les questions. Comment peut-on vous consulter, Laurence Dispo? Vous pouvez aller sur mon site www.psydispo, P-S-Y dispo, D-I-S-P-A-U-X en un mot, .ch ou bien www.sexologiecouple en un mot.com. Voilà, je remettrai bien sûr toutes ces informations-là dans le descriptif de la vidéo et surtout n'hésitez pas, si vous vous posez des questions sur votre épanouissement sexuel, à aller poser vos questions à un spécialiste. Ils sont là pour ça. Laurence Dispo, merci de nous avoir éclairé sur ce sujet Avec grand plaisir. Merci à vous. et peut-être à très bientôt pour un prochain sujet. N'hésitez pas, justement, vous qui nous regardez, à nous poser d'éventuelles questions pour que nous puissions y répondre dans une prochaine vidéo. À très bientôt! Merci.